Bonsoir à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je me réjouis d'accueillir Chloé Meunier. Bonsoir Chloé. Bonsoir Annelise. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Je suis heureuse de faire cette aventure avec toi. Génial. Et avec toute la communauté du Grand Changement, on va se retrouver tous ensemble, tout ensemble. Alors dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout se passe bien pour vous. Et puis aussi comment vous allez. Est-ce que vous avez un bon karma? Parce que c'est quand même la question d'aujourd'hui. Toi Chloé, tu habites où? Je suis à Bordeaux. Ok, à Bordeaux. Super. Alors Ouais. moi, je suis sur la Côte d'Azur et le karma, je ne connais pas trop. Donc je vais mettre le titre de la Vibra conférence. Yes. Ok. Karma et vie antérieure. Alors, c'est quoi la différence, Chloé, entre karma et vie antérieure? Écoute, le karma, ça serait l'ensemble de nos vies antérieures, si on peut dire Ok, ça comme ça. C'est l'ensemble de nos archives. ok, merci beaucoup. Alors, je veux bien un petit retour dans le chat pour savoir si tout est cool pour vous. Il y a Céline Blanc qui nous dit bonsoir. Il y aura Bonsoir. peut-être des gens dans le chat que tu connais, Chloé, tu nous diras s'il y a des personnes que tu suis. Donc, je te propose de nous raconter un petit peu ce que tu fais. Est-ce que tu accompagnes des personnes en séance? Oui, donc je suis médium de vie antérieure précisément. Et j'ai D'accord, créé ma méthode PEC qui permet de débloquer les personnes sur différents plans, sur le plan physique, émotionnel et causal. Le d'accord, causal, ça concerne les vies antérieures. Et donc, les problématiques sont diverses. Ça peut être sur la famille, ça peut être amoureux, ça peut être le travail, la confiance en soi, ça peut être aussi de la communication animale, parce que trop nos bien. animaux nous accompagnent aussi dans notre chemin de karma, quoi. Donc, c'est hyper vaste. Je peux communiquer avec des personnes décédées aussi qui peuvent livrer des messages sur les libérations de vie antérieure aussi. Donc, voilà, c'est vraiment très, très vaste et passionnant, quoi. Ça me permet aussi de pouvoir aider un nombre de personnes assez conséquent. C'est génial. Tu travailles par Zoom et par téléphone aussi? Ouais, je travaille uniquement à distance. Ok, génial. Alors, on a plein de gens qui t'accueillent, Chloé, qui te disent, alors tu as Céline Blanc, Céline Blanc qui te dit bonsoir, Bonsoir Céline. Rosalie. Bonsoir Rosalie. On a même, attention, la fée Clochette qui est parmi nous ce soir. Ah, génial! On est franchement chanceuse. Et on a Luna Luna, c'est une grande adepte du grand changement. C'est Bonsoir aussi Luna. une cliente hypersensible qui nous dit c'est parfait. Donc le son et l'image sont parfaits, Oui. ouais. On a Nathalie Prost qui nous dit non. Alors non, je ne sais pas pourquoi. Donc si tu veux nous Ah, préciser, Nathalie. Et on a Isabelle. Bonsoir à tous, je vous entends. bonsoir Isabelle. Luna qui est ravie d'être avec vous ce soir. On est ravis aussi et Ouais. d'accueillir Chloé parce que c'est pas souvent qu'on a Chloé Meunier avec nous. Il y a plein de monde avec toi. Il y a Samuel. Peut-être que tu connais des personnes. Eh bien, c'est mon conjoint. Ok, alors super. Salut Samuel et merci pour ta présence. Et Carole Chenet aussi qui est là. Oui, La, Carole. la classe. Donc Samuel qui est fier de toi. Waouh, c'est super. La fée Clochette qui est morte de rire. Et on a Dive. Dive, c'est peut-être un plongeur. Ouais, c'est un plongeur. Bonsoir à tous de Ah Dubaï, ouais, de Anneli. Dubaï. C'est mon premier live avec vous. Hâte de découvrir votre chaîne. Donc, tu vois, Nathalie Prost, parfait le son. Donc, il y a plein de monde là qui sont super contents, en fait, d'être là pour parler karma et vie antérieure. Alors, je propose qu'on aille à fond dans le vif du sujet. Ouais. Chloé, est-ce que tu veux nous expliquer en détail déjà c'est quoi le karma pour se mettre un peu dans l'ambiance? Mais je crois que tu avais un rituel à nous proposer avant. Est-ce que tu... Ouais. Ouais, je te remercie de me laisser l'espace pour. Ce que j'aime faire quand je fais des petits lives, c'est le fait qu'on soit tous ensemble pour cette aventure et ce partage. C'est qu'on puisse ensemble poser les mains sur le cœur et fermer les yeux D'accord. quelques instants. Conscientiser notre respiration. Je m'accueille là, à cet instant, et je me remercie de provoquer ma chance et d'être en pleine écoute, de mettre mon âme à disposition des informations qui me seront données là, d'accueillir ce qui résonne et de laisser de côté ce qui ne me parle pas.
de toujours garder mon discernement. Je me remercie et je m'aime. Voilà, tout simplement. Waouh, merci, c'est trop bien. J'adore. Je sens ton humilité, comme je te disais tout à l'heure, et ça fait du bien que tu viennes là pour nous amener plein de belles choses et chacun et chacune prend ce qu'il veut, ce qu'il sent. Ouais, ça, c'est c'est important. Précieux. Alors maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est le karma. Bah écoute, alors moi forcément durant ce live, je vais donner ma définition et toutes les réponses que j'aurai, c'est en fonction de mon vécu, mon expérience. Donc forcément, ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres, mais comme je disais, c'est important de garder son discernement. Pour moi, le karma, c'est vraiment toute notre histoire. On peut dire que notre histoire, c'est un livre, et dans ce livre, il y a plein de pages, plein d'histoires. Et finalement, c'est toutes nos vies antérieures qu'on a pu vivre, des vies antérieures. Le mot antérieur, alors je le dis dès le départ, en fait, je vulgarise en disant vie antérieure, mais finalement, ce sont des mémoires qui sont comme sur des plans en parallèle de celui-ci. Donc, en fait, elles sont actives et eh bien, elles influencent nos émotions actuelles, notre corps physique, nos corps finalement, corps émotionnel, corps mental. On va attirer à travers notre karma des situations extérieures, des profils de personnes. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde, la fameuse répétition de situations ou de galères qu'on peut vivre. D'accord. Donc voilà, notre karma, aller vers son karma permet justement de reprendre du pouvoir là où on sent qu'on a de l'impuissance ou de la culpabilité ou une sensation qu'on n'est pas compris de notre entourage. C'est vraiment la promesse en fait de s'aimer tout simplement, d'aller contacter son karma. Donc ça permet de comprendre sa personnalité, et pas que les galères, ça permet aussi de comprendre nos goûts, notre style vestimentaire, nos attirances, le fait qu'on soit attiré plus vers un pays qu'un autre. Tout ça s'explique grâce au karma. Et aujourd'hui, on est beaucoup à être des vieilles âmes, entre guillemets, donc on a énormément de mémoire. Et finalement, ce qu'on vit actuellement, c'est très souvent l'écho de nos vies antérieures. Donc, c'est un superbe outil. Et je précise que c'est un outil, ça doit le rester. Ça ne doit pas, on ne doit pas dépendre de son karma non plus, à savoir tout le temps se dire si je ne vais pas voir mes vies antérieures, je ne pourrai pas avoir du pouvoir sur ma vie. Ça doit rester un outil à disposition de soi sans que ça rentre justement dans quelque chose de, comment dire, que l'esprit soit au service de l'outil, surtout pas. Voilà, il faut que ça reste à sa place. Voilà. Merci. Merci. Il y a Nathalie Prost qui te dit « Oh que oui, le karma, ça compte et tout et tout. » Alors, comment on fait, Chloé, pour aller vers son karma? Alors déjà, le plus simple, c'est de rester dans le moment présent. Alors, pour ça, en fait, c'est une règle d'or pour moi. Aller voir ses vies antérieures permet de comprendre son moment présent et de le savourer. C'est encore une fois ma vision des choses. Ça ne doit pas être une fuite par rapport au moment présent. Ça doit vraiment nous aider à se dire « Oh là, mais là où je suis heureuse. Là où je suis, je vis pleinement le moment présent grâce à l'explication de mon passé, même le passé le plus lointain. » Donc, ça doit vraiment amener à savourer plus son moment présent. Donc, déjà, une pleine observation de son moment présent. Ça à la portée de tous, d'observer ses émotions. Les émotions, c'est vraiment la clé pour accéder à ces mémoires. Par exemple, on a tous eu, par exemple, un de nos parents qui allait avoir un geste, une réflexion, ça allait nous toucher. Pour autant, notre frère ou notre sœur pouvait rester insensible à cette réflexion. Eh bien, ça vient justement de ce terrain en nous. Et ce terrain, nous le choisissons bien avant notre naissance par rapport aux vies antérieures que nous voulons réactiver dans la vie actuelle et par rapport à nos choix de blessures, justement. Donc, les émotions, c'est assez important. Aussi, notre ego, comment notre ego va être sensible vis-à-vis des situations, comment notre ego va mal prendre, par exemple, un profil de personne, un style de femme, un style d'homme. Ça peut être en jeu aussi. Et un indicateur, c'est effectivement la répétition des situations. Donc, déjà d'observer dans son quotidien tout ça. Parce que c'est vrai qu'on a des fois la tête dans le guidon et on se dit, mais il y a une répétition, mais je continue à foncer la tête dans le guidon. Donc, déjà, pleine observation de son quotidien, c'est déjà la clé
Et puis par la suite, ce que je propose, c'est une auto-observation de soi, c'est de se parler, par exemple. Ce que j'adore faire, c'est de jouer 2 rôles, parce qu'il faut que ça reste un jeu, ça aussi. Il faut vraiment que ça reste un jeu, c'est-à-dire je me réveille le matin et je me dis qu'est-ce que je vais découvrir de moi aujourd'hui. C'est aussi une forme de coaching, un état d'esprit, de se dire ok, mes mémoires sont au service de mon bien-être, ou en tout cas le désagréable va m'aider justement à en apprendre plus sur moi. Donc ça, j'ai envie de dire, ça contribue au positivisme, quoi. Et par la suite, donc il y a un jeu que j'aime faire, c'est de jouer un double rôle, d'être seul par exemple dans une pièce et de jouer comme le thérapeute et le patient. Et donc de soi-même s'auto-poser des questions sur ce qui ne va pas. Donc on prend vraiment le rôle à cœur, hein. On s'accueille. Comment tu vas aujourd'hui? Alors moi, je prends toujours le matin ma petite tasse et puis je me pose et je me dis ok Chloé, comment tu te sens aujourd'hui? Bon, ça va, mais c'est vrai que sur ce domaine, ça va pas trop. Et c'est important de s'accueillir aussi sur les pourcentages qu'il y a en nous. On peut très bien se dire ça va, mais ça va à 50%. Pour autant, il y a 40% qui ne vont pas bien. Et c'est vrai qu'on s'enferme dans cette société à se dire c'est soit ça va pas. Mais non, en fait, on est comme une peinture sur laquelle il y a plusieurs couleurs et il peut y avoir des couleurs prédominantes. Mais si on s'approche un peu plus près, il y a des nuances. Et en effet, de nuances. Donc, de s'accueillir dans cet exercice à vraiment aller décortiquer en soi un petit peu ce qui se passe et par la suite fermer les yeux et accueillir en visualisation. Mais en tout cas, c'est accessible à tous, ouais. Ok, merci. Alors, par quoi on commence en termes de karma quand on n'y connaît rien? C'est-à-dire? Eh bien, tu vois, pour connaître son karma, comprendre ses vies antérieures, on va en parler dans les ateliers par la suite, mais déjà, j'aimerais que tu nous expliques un peu, on commence par quoi, tu vois, quand il y en a qui te disent « Ah, mais ça, c'est le karma », et puis toi, tu es là « Ouais, j'y crois pas trop ». Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que c'est, comme je te disais, c'est avant tout une auto-observation de soi. Et surtout de commencer par se dire que karma ou pas, déjà, j'ai le pouvoir de changer les choses et de se responsabiliser sur ce qui nous arrive. Alors, sur le mot responsabilité, ça peut être un petit peu violent pour certaines personnes de parler de responsabilité, mais responsable ne veut pas dire coupable. Au contraire, si je me dis que je suis la source de ce qui m'arrive, c'est que je suis capable d'être la source de la solution. Et dans ces cas-là, c'est déjà un état d'esprit à opérer. C'est, je pense, le premier pas vis-à-vis de son karma, de se dire que là, quoi qu'il arrive de ce qui m'arrive, c'est certainement l'écho, effectivement, de ce que je porte. Mais dans tous les cas, de rester tolérant vis-à-vis de ce qui se passe en nous. Donc, je pense que c'est le premier pas pour ça. Et par la suite, effectivement, il peut y avoir des introspections de fait. Mais je pense que déjà, tout part de là. Ça part vraiment sur ça, sur le fait de justement être tolérant sur ce qui nous arrive effectivement sur le moment. C'est hyper important. Et de se dire, quoi qu'il arrive, on va avoir une solution. Alors, tu vois, avec mes clients en démoca, je parle beaucoup de culpabilité. On travaille beaucoup pour faire sauter la culpabilité. Et moi, je trouve que le karma, c'est culpabilisant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est hyper intéressant. Ouais, ta question, elle est trop intéressante parce que il y a des réflexions que j'aime bien un petit peu adoucir. C'est effectivement des choses comme le karma se chargera de toi. Ou en tout cas, tu vois, le côté punitif et dette karmique, ça, je t'avoue que je suis pas fan du tout de ça. Je pense que, en fait, notre karma, on a vécu des choses pas agréables, des choses plutôt agréables. Mais en un sens, plus on va voir son karma, plus, comme je parlais de tolérance, on va devenir tolérant et on va un petit peu s'éloigner de cette dualité bien ou mal. C'est-à-dire que quand on est capable d'aller voir en soi qu'on a fait peut-être des choses pas cool, mais que derrière ça, on sait l'enseignement, puisque l'âme va choisir sans ego, justement, sans se dire que ouais, j'ai envie de faire du mal sur cette vie-là. Il n'y a pas d'ego au niveau de l'âme. Il y a vraiment le choix de l'expérience. Il y a vraiment l'envie d'expérimenter des costumes, des rôles. Et ça fait évoluer tout le monde, autant le bourreau que la victime. Ça fait évoluer tout le monde dans un sens. Après, ça n'enlève rien. Le désagréable, sur le moment, ça il faut souligner. Mais plus on va voir nos vies et on se rend compte qu'on a joué tous les rôles, plus
on va être en fait dans le moment présent. Quand quelqu'un va avoir un comportement qui est des plus condamnables, on va se rappeler que nous-mêmes, peut-être que dans une autre vie, avec une autre conscience, on a pu passer par là. Donc, ça amène beaucoup plus de bienveillance et de tolérance sur ce qui est différent de nous, en fait. Donc, je t'avoue que le côté dette karmique, je pense que, ouais, il y a ça un petit peu à adoucir, hein, parce que on n'est pas plus ou moins que les autres par rapport à ce qu'on a vécu aussi de notre passé. Donc, faut pas oublier qu'on n'est pas parfait et que là où on peut se sentir à l'aise, d'autres personnes se sentiraient plus insuffisants et vice-versa. On a des talents sur certaines choses, on a une confiance en soi sur certains domaines et pour autant, sur d'autres, on n'est pas à l'aise et vice-versa sur d'autres personnes. Là où on est en confiance, d'autres ne le sont pas. Mais il ne faut pas l'oublier, quoi. On est dans la même barque. Ok, mais ça, c'est trop intéressant. D'ailleurs, je veux bien que vous mettiez un petit 1 dans le chat ou bien sous la vidéo si vous trouvez que vous avez un karma chargé. Comme ça, on va en parler après. Ouais. Mettez un petit 1, comme ça, on se sentirait moins seul. Et toi, donc, Chloé, tu vois, il y a Samuel qui précise, je vais prendre cette remarque de Samuel, comme un acteur qui décide de jouer un méchant ou un gentil dans un film. Ah, mais complètement, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous parler à quel point le criminel va en fait faire quelque chose de beau, puisqu'il va permettre à des âmes d'évoluer. Ça, tu vois, je sais qu'il n'y a pas la case le bien et le mal, mais c'est encore difficile de trouver ça chouette qu'il y ait un criminel, tu vois. Oui, je comprends. Bon, après, voilà, effectivement, c'est important aussi de pas... Alors, c'est super que tu poses cette question, parce qu'en fait, si tu veux, dans mon passé, j'ai eu une étape égo-spirituelle qui, en fait, m'a permis, en fait, de cheminer. Je me disais, faut te rappeler, Chloé, que toutes les âmes sont blessées. Et en fait, je me rappelais tout le temps ça sans prendre en compte mon amour de moi. Et donc, je tolérais l'intolérable, mais tout en me sacrifiant sur mon propre respect. Donc, faut pas oublier que tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut rester ancré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rencontré des personnes toxiques, enfin, vraiment très toxiques. Mais pour autant, ils m'ont permis justement de venir travailler ça, de venir travailler vraiment des parts en moi que je ne validais pas. Et ils m'ont aidé à pousser tellement loin dans des actes répréhensibles, hein, qu'à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que tout n'est pas acceptable. Donc, il faut rester quand même ancré dans le moment présent, ancré aussi dans la matière. On ne va pas non plus applaudir le criminel. Mais si tu veux, moi, je vais te donner un exemple aussi, avant de vraiment connecter encore plus les choses. Dans mes premiers pas spirituels, il y a eu un attentat à Bruxelles en 2016. Et la veille, j'avais entendu justement des voix d'hommes qui me disaient il va se passer un truc à Bruxelles. Et alors moi, à l'époque, je restais quand même neuve dans la spiritualité et je ne savais pas pourquoi on me parlait de Bruxelles. Et le lendemain, je vois à la télé qu'il y a un attentat. Et tout de suite, sur les réseaux, ça commence à vraiment être inondé d'informations, des personnes qui sont dans l'émotionnel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et au final, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, OK, je vais me poser, je vais rester vraiment en introspection sur moi et je vais me dire, OK, là, tu vois, tu assistes à l'extérieur de toi à une scène qui est condamnable. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu as le choix, en fait. Tu as le choix. Qu'est-ce que tu en fais? Soit tu te nourris, c'est un petit peu le loup blanc et le loup noir en nous que l'Amérindien prône, c'est est-ce que tu vas nourrir le loup noir ou le loup blanc? Et qu'est-ce que tu en fais? Tu peux en tirer parti de ce que tu es en train de voir. Et je peux le tirer à mon avantage. Et ce que je me suis dit, c'est OK, là, je vois un terroriste qui a fait un acte qui est hyper condamnable. Est-ce que je ne serais pas moi-même terroriste envers moi-même? Est-ce que quelque part, je ne m'auto-agresse pas moi-même? Je vois une agression à l'extérieur. C'est vraiment une opportunité de regarder en moi toutes les formes d'agression que je m'accorde et que je peux me permettre de créer une opportunité pour regarder en moi les choses et encore plus grandir. Donc, je pense que on peut, de toute situation extérieure, faire un retour sur soi pour justement grandir encore plus. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, carrément, ça répond carrément. Alors, on a des petits 1 qui arrivent dans le chat, donc les gens qui ont un karma chargé. Alors, Chloé, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on fait quand on a un karma chargé, à ton avis? Oh mon Dieu.
Bah là, c'est peine perdue, hein. Elle est bien celle-là. Du Non, coup, mais bah, déjà, par rapport à l'auto, à l'auto, comment dire, enfin, le travail sur soi, je pense que c'est important déjà comme je le disais, de se dire qu'on peut changer les choses. C'est vrai que moi, j'avais passé du temps sur mon propre karma pour en venir à aux personnes qui disent ça. Quand j'ai connecté les vies antérieures, ça m'est tombé d'un coup dessus parce que, en fait, j'ai été formée en sophrologie et c'est en faisant des états modifiés de conscience que j'ai connecté des scènes, je vivais dans mon corps des choses et je me suis rendu compte à quel point, eh bien, mon karma était chargé aussi. D'accord. Le truc, c'est que avoir un karma chargé, ça permet déjà dans un premier temps, paradoxalement, d'être soulagé parce que ça permet de se dire qu'on n'est pas démuni par rapport à sa vie actuelle. À partir du moment où j'ai vu que mes vies antérieures, eh bien, il y en avait un paquet, je me suis dit que enfin, merci, j'allais pouvoir poser du sens sur mes problèmes actuels. Parce que je me disais, c'est juste pas possible, t'as la poisse, mais t'as vraiment pas de chance. Ouais. Et tu vois, que ce soit, mais vraiment, en plus, ça se dilue sur tous les domaines, professionnel, amoureux, amical, enfin, confiance en soi, enfin, tout. Et, euh, et donc, du coup, déjà, de savoir un petit peu ses vies antérieures, ça permet vraiment d'être soulagé, de se dire, enfin, je poserai du sens, comme je disais. Et, euh, et tu vois, je suis allée voir mes vies antérieures. Donc, j'ai passé tout mon temps à les voir. Mais vraiment, je me suis dit, avant d'accompagner les autres, j'étais même pas dans cette optique, j'ai commencé sur moi. Et à force de libération, à un moment donné, savoir, c'est très bien, mais ça ne permet pas forcément la guérison parce qu'il faut forcément enclencher des actions derrière. C'est pour ça que je parle que vraiment, les vies antérieures, c'est quelque chose d'ancré parce que c'est très bien d'aller voir la cause, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. On ne peut pas rester passif et croire que c'est juste en allant voir la cause que tout se débloque. Oui, ça peut débloquer, mais à un moment donné, il faut matérialiser la guérison par de l'action. Et ça, c'est à la portée de chacun de pouvoir justement aller mettre des choses en place une fois qu'on a la cause. Il y a des personnes que j'ai refusées à des moments en consultation parce qu'ils ne faisaient que vouloir aller voir leur vie antérieure. Mais à un moment donné, ils disent stop. En fait, maintenant, même votre âme me le dit, ça suffit. Maintenant, il est temps qu'on passe à l'action, en fait. Tu as assez d'infos, là. Tu as assez d'infos. Donc, je dirais que c'est d'avoir un karma chargé. Qu'est-ce qui permet à la personne de se dire ça? Est-ce que c'est par rapport justement au poids des problématiques actuelles? Parce qu'il faut aussi savoir que l'ego a tendance à croire que les problématiques sont les mêmes et se cumulent. Mais parfois, vous ne vous rendez pas compte que, en fait, il y a une problématique qui se règle, mais c'est une couche. Et la couche suivante, c'est une problématique qui lui ressemble, mais ça ne vient pas montrer le même angle. Et l'ego et le mental auraient tendance à dire, en fait, c'est la même chose et ça se reproduit encore. Alors que finalement, il y a déjà des étapes qui se sont passées. Donc, c'est important déjà, au premier abord, de voir un petit peu comment on fonctionne et de se dire, est-ce que véritablement, il y a une répétition? Est-ce qu'on ne me montre pas à chaque fois des angles différents? Donc, ça prouve que je progresse. Ok, merci. Quand on a un karma chargé, comment on fait pour ne pas se décourager et se dire, de toute façon, j'ai été criminelle dans une autre vie, je suis bonne à rien. Enfin, tu vois, des choses un peu tristes comme ça. Ouais. Alors, déjà, ce qui arrive souvent par rapport à toutes les guidances qui sont faites, c'est que les gens vivent plus justement de la... En fait, les gens ont peur effectivement que ça accentue leur douleur ou accentue leur souffrance de savoir leur vie. Mais au contraire, en fait, c'est amené d'une certaine façon par l'âme et l'âme n'a pas envie de souffrir par rapport à ces informations-là. Il y a plus une envie de libération que d'accentuer la souffrance. Donc, quand on a été bourreau ou qu'on a été criminel, ce que j'aime faire, c'est de toujours faire des ponts avec ce qui se passe dans la vie actuelle. Tu as été peut-être criminel, mais regarde pourquoi du coup, tu as justement cette personne qui tente justement de te détruire. Ça te prouve qu'en fait, il y a une forme de guérison qui opère. Donc en fait, tout est une question de regard. On peut très bien accueillir effectivement des vies terribles, mais si on le regarde du bon angle, constructif, ça peut que amener l'apaisement et le soulagement. Et la majorité des gens sont plus soulagés justement
parce qu'il y a cette malédiction qui arrête justement de répétition à se dire j'ai la poisse, quoi. Ouais. Ok. Alors, je me pose plusieurs questions. Comment on arrête ces répétitions de karma? Alors, déjà, ce que je pense, c'est déjà de voir effectivement en conscience qu'on a créé la situation. Donc, le pourquoi on a créé cette situation. Et il est vrai qu'il y a des libérations aussi énergétiques. Il y a des liens qui sont coupés avec certaines personnes qui permettent justement aux personnes de se séparer ou des personnes à renforcer des liens. Mais c'est assez flagrant quand il y a justement l'accès à ces vies et qu'il y a une conscientisation du pourquoi. Il y a forcément le fait de reprendre son pouvoir sur soi en se disant je comprends mieux pourquoi j'ai choisi ces vies-là et ça permet de me dire aussi que je ne suis pas victime de ce qui m'arrive actuellement. Oui, j'ai été victime sur le moment. C'est important aussi de le préciser. C'est que dès l'instant où il nous arrive quelque chose de très fort, il ne faut pas squeezer la partie « je me sens victime ». Il faut l'accueillir. Mais elle ne doit rester qu'une intermédiaire pour après se responsabiliser. Mais c'est important que ce ne soit pas une finalité parce que sinon, on reste dans la plainte perpétuelle et là, on s'enferme dans quelque chose. Mais du coup voilà, de s'accueillir victime sur le moment, d'accueillir tout ce qui vient au niveau émotionnel avec authenticité et sans lissage, quoi. Faut vraiment se laisser aller, transpirer ses émotions. Et puis par la suite, ok, je vais voir mes vies antérieures du pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai re-rencontré cette personne, parce que c'est très certainement une vie antérieure en commun. Peut-être que je ne l'ai pas rencontrée, mais que cette personne, elle vient me montrer justement une représentation d'une situation que j'ai vécue antérieurement. Donc, ça permet de reprendre du pouvoir sur sa vie. Et puisque j'ai du pouvoir, eh bien, dans l'état d'esprit, je peux faire autrement. Mais c'est comme si les gens se sentent engagés dans des situations et sentent qu'ils n'ont pas le pouvoir, encore une fois, sur leur situation actuelle. Mais les vies antérieures permettent de dire tu as le pouvoir, justement. Merci. Quand on décide tout pour la prochaine vie, comment ça se passe? C'est quoi? C'est là qui décide? Elle est avec qui? Est-ce qu'elle est avec Dieu? Est-ce qu'elle est avec des anges? Ouais, ok. Alors, c'est mon point de vue. Bien sûr. On peut parler de Dieu, etc. Ça va dépendre des personnes. Je pense que c'est effectivement un plan de lumière et d'amour. C'est trop beau parce que effectivement, il y a des programmations. On va programmer. En fait, quand on meurt, ce qui se passe, c'est que très souvent, les personnes sont en bilan. Donc, ils sont en bilan de vie. Donc, c'est un temps qui est très lent, très lent, et on va revivre chaque détail de notre vie. On va revivre vraiment chaque aspect, les émotions, etc. Donc, très souvent, les âmes sont comme occupées dans cette étape puisqu'ils refont vraiment le film. Et par la suite, il y a ce plan d'amour. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup d'âmes qui veulent être guides spirituels pour des personnes qui sont encore là. Et donc, du coup, ils vont comme, entre guillemets, monter en grade au niveau spirituel. Et du coup, on va former une équipe. C'est-à-dire, plus moi j'évolue, et plus mon proche qui est décédé évolue également sur un autre plan. Et donc, après, quand c'est l'heure de vouloir se réincarner, là, effectivement, il y a des programmes en fonction du bilan de vie qui a été fait. Il va y avoir une envie de peut-être réexpérimenter des blessures sous une autre forme. Il va y avoir le choix de la famille aussi, qui je vais choisir. Très souvent, nos parents, nos frères, nos sœurs sont des personnes qu'on a déjà connues. Il va y avoir aussi les rencontres ponctuelles. Ça va être vraiment des programmes qui vont être bien placés, aussi des timings dans certaines vies antérieures. Parce qu'il faut savoir que nos vies antérieures ne s'enclenchent pas toutes en tout début de vie. À savoir que les vies antérieures s'enclenchent dès le vécu fœtal. Ok. Donc, toutes ne vont pas s'enclencher à ce moment-là. On va décider un petit peu de revivre certaines choses. Il y a des vies antérieures qui se réenclencheront au moment où je prendrai ma retraite. Parce que à ce moment-là, dans des vies antérieures, à cet âge-là, il y a des choses qui se sont passées et j'ai des choses à comprendre. Quand je rencontrerai mon premier amour, quand je vais à la naissance aussi, il va y avoir des vies antérieures, etc. Donc, on va vraiment programmer tout ça
au niveau de juste avant de naître. Et on peut envoyer des messages aussi aux personnes. C'est pour ça qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont rêver qu'elles sont enceintes. Bon, bah, le rêve, clairement, c'est aussi un message de l'âme en disant coucou, j'arrive. Waouh, c'est trop bien. Et Ouais. une âme, elle a des vies antérieures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis on va enclencher des vies antérieures ou pas? Alors, en fait, si tu veux, quand on veut renaître, on va se dire, OK, il y a certaines vies qui vont... En fait, on va choisir des blessures. Donc, des blessures, rejet, trahison, enfin voilà, des blessures, on va dire, larges, qu'on va venir enclencher en fonction de certaines personnes, des personnes qu'on a vues dans des vies antérieures déjà. Donc, déjà, le fait de programmer des rencontres de nouveau avec certaines âmes, ça va réenclencher des vies antérieures en commun avec ces personnes. Donc forcément, dans le choix de blessures, on va aussi sélectionner quelle vie antérieure on va venir guérir derrière. Voilà. Après, Ok. je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est assez clair, ouais, carrément. Alors, on va bientôt parler des 3 ateliers que tu vas nous proposer, Ouais. Chloé. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous expliques encore un petit peu ce système de vie antérieure. Qu'est-ce qu'on Ouais. choisit et qu'est-ce qu'on choisit pas? Ça va vraiment dépendre, comme je te dis, des blessures. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut vraiment expérimenter. Ouais, ça va vraiment dépendre des programmes d'incarnation. Donc, à savoir quand même qu'il va y avoir la réactivation de certaines vies, mais vous pouvez à tout moment avoir accès à vos archives. Ça, il va y avoir des vies antérieures qui vont prédominer par rapport à des situations actuelles qui vont ressortir. Mais par contre, on peut avoir accès à ces archives et des archives aussi positives. Je veux dire, aller voir ses vies antérieures, oui, c'est pas que des problèmes. Ça, Génial. on peut très bien aller voir ses talents, tu vois, les talents des Ouais, victoires qu'on a eues, tu vois. C'est pas mais ouais. que voilà, c'est pas que des problèmes, quoi. Ok. Et toi, ce côté, je sais pas comment ça s'appelle, médium ou quoi, c'est arrivé pour toi à quel âge et comment? Alors, je pense qu'on est tous médiums dès le départ. On a tous Ouais. notre médiumnité. Après, moi, je suis pas dans le cliché petite fille, je voyais des fantômes. Je suis pas du tout là-dedans. J'ai eu un, en fait, j'ai eu un terrain familial et ça, je l'explique bien aussi dans le livre que j'ai écrit. En fait, c'est Génial. vraiment, on n'est pas tous égaux vis-à-vis des expériences qu'on a choisies. C'est-à-dire qu'il y a le terrain familial qu'on a choisi, l'environnement dans lequel on va naître ne va pas forcément nous encourager à développer notre sensibilité ou en tout cas à la rendre visible. Donc on va l'inhiber, elle ne peut pas disparaître, mais en tout cas on va mettre des verrous dessus. Et moi c'est vrai que je suis fille de gendarme, tu vois, et la gendarmerie, si tu veux, j'ai vécu en caserne, j'ai vécu et c'était super intéressant. J'ai vécu avec des personnes qui étaient dans des uniformes, donc dans une forme unique, des personnes qui refoulaient complètement dans leur être profond et qui étaient juste dans un rôle. Et je pouvais percevoir, j'avais une sensibilité quand même, mais je pouvais vraiment percevoir l'inhibition justement de l'être. Et aussi, c'est un milieu très misogyne. Donc en gros, Ouais. si tu veux, dans même ma féminité, j'ai pas pu développer ma sensibilité comme je le voulais, mis à part dans la nature. Mais comme je Ouais. disais, en fait, on était enfermés en caserne. Donc en fait, dès le départ, j'ai pas forcément ouvert ma médiumnité. Par contre, alors c'est arrivé, si tu veux, j'ai eu un enchaînement de galères. J'ai vraiment plongé au fil des années parce que je me maintenais, si tu veux, dans une forme de performance. J'ai un frère qui est différent. Et du coup, en fait, je me mettais dans la peau de quelqu'un qui était dans la perf, il fallait absolument être dans le faire et pas D'accord. forcément dans la... Donc, en fait, l'expérience en soi, au début, c'était vraiment, je me suis éloignée de moi. Et puis, bah, au fur et à mesure, et je dis bien que j'ai eu la chance de faire des dépressions. D'accord. Et en Waouh. fait, tu vois, et en fait, la dépression, c'est tu te dépressurises de pression que tu te mets en fait au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, eh bien, il était temps. Et quand il y a un timing que tu as prévu au niveau de l'âme, bah, à un moment donné, tu vas vivre le chaos pour que tu puisses enfin te retrouver et un petit peu te dépouiller de toutes ces couches superficielles que tu t'es mises. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai vraiment enchaîné. Les galères.
Et au final, j'ai rencontré quelqu'un, un énergéticien qui est un ami aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est là, Eric, je lui fais un coucou. Super. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic spirituel en 2014. Et au final, je me suis beaucoup cherchée au niveau professionnel aussi. Et c'est pour ça que c'est très bien aussi d'accompagner des gens sur leur mission de vie. Mais on va en parler tout à l'heure dans l'atelier au niveau professionnel. Et puis, si tu veux, je suis allée en sophrologie. Et en sophrologie, j'ai fait des états modifiés de conscience. Et là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que, comme je te disais, je suis autodidacte et je ne suis pas du genre à aller voir 10 000 vidéos, lire des livres, etc. Donc, je ne savais pas les vies antérieures. C'était quelque chose qui n'était pas du tout commun pour moi. Et au final, je voyais des scènes particulières, des détails, je voyais des gens et j'arrivais à me reconnaître dans des scènes alors que ce n'était pas du tout moi. Et j'avais des détails particuliers. Dans mon corps, je sentais des choses. À un moment donné, par exemple, je me souviens, je m'étais vue enterrée vivante et je sentais de la terre dans ma gorge. C'était horrible, la sensation, tu vois. Oui. Donc, au début, en fait, il faut maîtriser au niveau du corps et au niveau de sa sensibilité. Mais après, avec l'entraînement, ça passe. Mais pour te répondre, j'ai fait un gros détour. Mais pour te répondre, voilà, c'est par rapport à la sophrologie. Merci beaucoup. Alors, je te propose, Chloé, de nous partager donc ces 3 ateliers. On va avoir 3 ateliers qui sont disponibles à vie. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais. Je vous le mets en bannière. Les ateliers sont disponibles à vie. Ça veut dire qu'on peut les acheter à tout moment. Et il y a 3 ateliers. Donc, je vous mets le lien dans le chat si vous avez envie de suivre Chloé dans ces 3 ateliers, de vivre plein de choses sur le karma, de poser vos questions. Et tu vas nous parler donc de ces 3 ateliers. On va commencer par l'atelier 1, le karma familial. Ouais, le karma familial, il me tient à cœur celui-là. Il y a énormément de choses à dire. Donc déjà, on va parler de ce qu'on vit. Alors déjà, pourquoi on choisit nos parents, de notre transgénérationnel aussi. C'est quelque chose qui passionne les gens également et c'est pas étonnant puisque au niveau de la lignée des femmes et des hommes, en fonction de si on est un homme ou une femme, ça va venir aussi influencer notre énergie masculine et féminine. On a une énergie masculine qui va vraiment correspondre dans les grandes lignes à vraiment la concrétisation, la mise en action. L'énergie féminine, plutôt notre sensibilité, le non palpable, les émotions. Donc, en fait, on va vraiment venir comprendre comment notre personnalité actuelle est influencée par ce karma familial en fonction de ce qu'on a vu de notre mère, de notre père, et aussi par rapport à notre fratrie, c'est super important. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est au niveau fœtal, de pouvoir justement aller voir ce qu'on a vécu au niveau fœtus, parce que je pense que tout le monde devrait savoir ce qui s'est passé au niveau fœtal. Quand on est dans notre période fœtale, on est dans notre corps émotionnel. Et justement, ce corps émotionnel, on l'a toujours adulte. Et ce qu'on a vécu, forcément, c'est encore actif une fois adulte. Donc voilà, on va voir plein de cas. Là, on est sur quelque chose de très général dans cette conférence, mais là, on va aller dans des cas concrets. Dans les 3 ateliers, je vais donner des exemples qui parlent à énormément de personnes. Hein. J'ai bien noté les cas qui reviennent le plus. Et on va aller voir des exemples de vie antérieure pour que des personnes puissent déjà se faire des soins à travers ces ateliers. Donc, ça me tient à cœur qu'il y ait déjà vraiment un process de soins et de déblocage. Et donc, voilà le vécu fœtal au niveau familial. Mais il n'y a pas que nos parents. Il y a aussi quand on devient parent. On réactive des choses. La maman, quand elle est enceinte, elle réactive son propre vécu fœtal, ainsi que le papa aussi. Donc, c'est important de comprendre comment la roue se répète. Et c'est pour ça que la maman est souvent à fleur de peau, par exemple, parce que justement, il y a toutes ces émotions, quand elle était fœtus, qui remontent pendant sa grossesse. Je parlerai aussi de quelque chose qui me tient trop à cœur, c'est aussi les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. J'ai accompagné plein de personnes là-dessus et il y a des explications et on le verra aussi dans l'atelier. Ça me tient aussi à cœur. Génial, merci beaucoup Chloé. C'est trop bien. J'ai adoré tes titres, je me suis dit c'est super, c'est très complet. Maintenant, on va parler du karma professionnel. Oui, alors karma professionnel, donc c'est aussi parler des missions de vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un travail alimentaire, par exemple, qui ne sont pas épanouies, ou des personnes qui veulent simplement voir leur mission de vie. Je voudrais parler aussi aux parents qui ont des enfants qui vont entrer au collège et dans des formes de
d'orientation professionnelle, de pouvoir accompagner aussi derrière son enfant à ça. C'est pas toujours évident. Et puis aussi un petit peu décristalliser ce qu'on a perçu du domaine professionnel en fonction aussi, encore une fois, de nos parents. Par exemple, une maman qui a énormément travaillé pendant sa grossesse jusqu'à terme, le fœtus va vraiment intégrer que son existence est très reliée à ce côté rush, surproductivité, on y va. Et du coup, ça va venir justement créer un comportement en mimétisme dans le futur adulte, à savoir être tout le temps dans un emploi du temps qui déborde, etc. Aussi, dans le karma professionnel, encore une fois, on va venir sur des cas concrets. Pourquoi je ne me sens pas légitime de réussir ? Est-ce que j'ai peur de trahir mes parents si je suis dans la profession qui me tient à cœur ? De vouloir décristalliser aussi les croyances familiales. Faut travailler dur pour avoir son salaire. Ça, c'est des choses qui reviennent vachement. Il peut y avoir beaucoup de choses, aussi des croyances sur soi. Est-ce que, parce que dans le karma professionnel, il y a aussi l'argent, est-ce que si je gagne beaucoup d'argent, je peux aboutir à être une mauvaise personne, à avoir un ego surdimensionné ? Ça vient des vies antérieures aussi. Peut-être qu'à un moment donné, quand j'ai gagné énormément d'argent, j'ai perdu mes valeurs et je me suis perdue dans un ego qui fait que j'ai été une mauvaise personne, entre guillemets. Tout ça est actif et c'est relié au professionnel. Et aussi la visibilité, parce qu'il y a énormément, par exemple, de thérapeutes qui galèrent et qui aimeraient être visibles. Pour autant, il y a tous ces trucs qui sont en paradoxe en soi. C'est les vies antérieures aussi qui influencent tous ces blocages. Donc, il peut y avoir énormément à dire. Aussi, il y a un comportement qui revient, mais on en reparlera. Quand on a une mission de vie et qu'on ne la contextualise pas dans le professionnel, eh bien, elle vient s'étaler sur tout. C'est-à-dire que, par exemple, des personnes qui sont faites pour être enseignants, thérapeutes dans la transmission, si ils ne se sentent pas légitimes d'incarner justement la thérapie et d'incarner cette profession, ça va venir s'étaler sur les amis, les parents, la conjointe, conjoint, et j'ai envie d'aider tout le monde, et je rentre dans un process de sauveur. Donc, en fait, de venir contextualiser professionnellement son don, c'est-à-dire son talent de transmettre, ça vient aussi alléger tous les autres domaines de vie personnels. Mais tout ça, on ira le voir en atelier. Ouais, tu nous mets l'eau à la bouche, c'est trop bien. Merci. Alors, le dernier, très important, le dernier atelier, l'atelier 3, karma amoureux. Ah oui, alors celui-là, il y aura à dire. Donc, ouais, là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Et là, on ira voir les relations sacrées. Il y a aussi une mode à ça. Alors, bon, en mon sens, je pense que toute relation est sacrée. Maintenant, il faut savoir aussi en tirer les expériences de la bonne façon. Mais on ira voir effectivement tout ce qu'on considère comme sacré, toutes les relations toxiques, pourquoi on attire des gens toxiques, pourquoi il y a de la jalousie aussi excessive, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi. Et puis à savoir que bien son couple, ça vient aussi de ce qu'on a connu dans les vies antérieures. Ça peut être des vies antérieures communes avec son conjoint, sa conjointe. On prendra des exemples aussi concrets, plusieurs, pour que ça parle à un maximum de personnes. Et puis des fois, ce ne sont pas forcément des vies antérieures en commun, mais c'est important de comprendre que les vies antérieures en commun, on n'a pas eu forcément les mêmes rôles. C'est-à-dire, je prends un exemple comme ça, si j'ai un conjoint qui est très protecteur, très dans le sauveur, etc., peut-être bien que ça a été, on a eu une relation parent-enfant dans une autre vie, parce qu'il y a ce côté protecteur. Et pour autant, ça peut être toxique parce que l'autre partenaire peut se sentir enfermé dans ce cocooning, enfermé dans je dois te garder insuffisant pour que je garde mon rôle de protecteur. Tout ça, tous ces angles de comportement, on ira les voir aussi dans le karma amoureux. Aussi de venir décristalliser ce qu'on a vu de nos parents, parce que finalement, le premier couple qu'on a vu, ce sont nos parents. Donc, de voir que nos parents, dans leur comportement, on les a aussi choisis par rapport à nos vies antérieures qu'on a vécues. Et donc, de venir guérir tout ça. Il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, on verra effectivement des exemples concrets. Et sur chaque atelier, surtout, on viendra vraiment concrétiser tout ça avec une introspection
et j'inviterai chacun à accueillir avec des suggestions pour venir débloquer justement ces vies en question. Génial, merci. Ouais. C'est trop bien. Donc, je vous remets Ouais. le lien pour vous procurer les 3 ateliers avec Chloé, qui est passionnée par le karma. Et donc, toi, Chloé, tu accompagnes les personnes donc par Zoom, par téléphone. Comment tu fais pour aller voir leur vie intérieure? Est-ce que tu te connectes à des guides? Comment ça se passe? Alors, ça peut être plusieurs choses. Alors oui, j'ai pas besoin forcément que la personne soit avec moi. Donc, j'ai pas besoin de voir de photos, j'ai pas besoin de l'entendre, même si on est par téléphone ou par visio, mais en soi, je pourrais me connecter à quelqu'un que je ne connais pas du tout et avoir des informations. Par contre, ça aussi, ça me tient trop à cœur. C'est hyper important quand on est dans cette pratique d'avoir une éthique. On ne va pas aller se connecter à n'importe qui ou en tout cas dans une dynamique d'intrusion, d'aller voir n'importe quoi. C'est important de respecter le libre arbitre de chacun. Et je fais une petite parenthèse. Si quelqu'un me demande est-ce que vous pouvez voir telle personne, par exemple dans le karma amoureux, telle personne, si elle est encore amoureuse, si elle a des blessures vis-à-vis, ça, moi, tant que la personne n'est pas dans une démarche, je ne me permets pas d'aller voir. Par contre, je prends le questionnement de la personne et je la laisse au centre du soin, d'aller voir pourquoi elle a cette intention de question. Si elle a cette intention de savoir, c'est qu'il y a des blessures derrière et on va aller voir. Mais par contre, je ne vais pas voir des personnes qui ne sont pas en demande. Mais pour revenir à ta question, en fait, c'est difficile à expliquer, mais en gros, je vais comme penser à la personne. Donc, je pense à elle et en fait, je me connecte directement à son âme. Je n'utilise pas de carte, de pendule, j'ai pas de support. Je me connecte directement à elle et là, son âme va directement me donner en fait des informations. Je vais me retrouver dans des scènes, des vies antérieures et je vais la reconnaître dans les vies en question. Il va y avoir des détails, mais vraiment même des détails. Je note tout parce que je me dis peut-être que c'est inutile, mais en fait, on ne sait jamais si elle a un chapeau ou on ne sait rien. Ouais. Je note tout. Et c'est hyper important pour moi aussi de préciser qu'il ne faut pas interpréter. Ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur de te partager, de vous partager. C'est que c'est hyper important quand on est dans cette démarche de mettre l'information brute de ce qu'on voit et de ne pas commencer à se dire ça veut certainement dire ça. Parce que pour la personne, c'est à elle de donner les interprétations. Et moi, ça m'est arrivé, je te fais vite fait une parenthèse là-dessus, ça m'est arrivé 2 fois dans une personne, par exemple, une personne qui était venue me voir, une dame, qui était en larmes, qui me disait il va falloir que vous m'aidiez parce que j'ai mon conjoint, il y a plusieurs années de ça, il y a un médium qui nous a dit qu'il allait mourir à 65 ans. Voilà. Donc déjà, ce type d'information, c'est quand même délicat. Et du coup, il avait 62 ans. D'accord. Donc, en fait, pour elle, c'est comme si ça se rapproche, et du coup, elle est très angoissée. Et comme s'il y a une fatalité, quoi. Et en fait, moi, j'ai rien dit, j'écoute, je prends, et je me connecte à l'âme de son conjoint. Et son conjoint me dit, oui, je vais vivre une mort, mais je vais vivre une mort symbolique, dans le sens où je vais vraiment avoir des déclics. Parce que je suis à la retraite, je vais commencer à arrêter justement d'être dans ce rush, d'être dans ce boulot qui me prend tout mon temps. Ça va me permettre de m'accueillir, de refaire du sport, et dans ces espaces nouveaux que je m'accorde, ça va me permettre de m'ouvrir à une spiritualité. Donc, je vais vivre une mort, mais la fin d'un cycle, tout simplement, pour vivre autre chose. Et je me disais, mais attention aux interprétations, quoi. Oui, il y avait une mort en question, mais c'est pas une mort au niveau du corps, quoi. Donc, c'est hyper important de ne pas interpréter, vraiment. Donc, j'aime bien les parenthèses parce qu'après, on ne sait plus où on en est. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de souci. On va bientôt prendre les questions. Oui. Chloé, je t'ai posé plein de questions, donc je t'ai emmené un petit peu à plein d'endroits, mais peut-être que tu as des choses à dire vraiment sur karma et vie antérieure que tu avais vraiment à cœur de nous dire, d'important. Alors, il y aurait beaucoup de choses, mais ce que je pense surtout, c'est que ça peut être une belle promesse de s'aimer, et surtout de bien se dire que l'ego n'aime pas forcément le karma. On pourrait penser que c'est paradoxal,
Mais si on prend le karma comme une démarche de se réapproprier tous les aspects de notre personnalité et de se dire « Ok, je les ai choisis, mais j'ai un pouvoir dessus pour les modifier à ma guise », ça devient justement un terrain de jeu pour pouvoir de développement personnel au final. Et l'ego aime figer les choses. L'ego n'aime pas la nouveauté, en gros. Donc, du coup, c'est important quand même de bien prendre en compte que, attention à son ego, de bien observer l'ego, parce que très souvent, ça arrive quand je transmets des vies antérieures et que, en fait, c'est important, quand on veut voir ses vies antérieures, de bien se rendre compte quelle est notre intention de départ. Est-ce que je veux confirmer la rancœur, la colère que j'ai contre une personne? Et Ouais. donc, dans ces cas-là, les vies antérieures, eh bien, je les interpréterai d'une certaine manière. Ou est-ce que je décide de me les approprier en me disant comment je peux me responsabiliser dans la situation? Parce que des personnes à qui j'ai dit leur vie antérieure, mais que j'ai expliqué que justement tout ce qu'elles vivaient, ça permettait d'entrer en pardon sur des choses, ça ne faisait pas plaisir à l'ego. Donc, je pense que ça peut être une belle démarche, mais de se demander quelle est notre intention de départ vis-à-vis de ce process du karma, justement. Merci. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, il y a donc 3 ateliers sur le karma qui vont être passionnants, que vous pouvez voir et venir avec nous en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Qu'est-ce que ça apporte, Chloé, ces 3 ateliers pour les personnes? Je pense que c'est 3 domaines qui peuvent parler à tout le monde. Et c'est Ouais. surtout une promesse de repartir avec des informations. Et je pense qu'il y a un avant-après, dans le sens où vous allez avoir encore plus d'informations sur votre propre histoire. Et le but pour moi, c'est d'entraîner les personnes à faire des retours en elles pour justement garder cette autonomie d'aller voir ses vies antérieures. Donc, je pense que les 3 domaines, effectivement, parlent à tout le monde. Et c'est surtout une autonomie. Ça, c'est aussi une clé que je veux transmettre. Tout le monde peut voir ses vies antérieures. Il n'y a pas une élite. Hein. Voilà. Super, merci. Alors, on va commencer par prendre quelques questions dans le chat. Je vais remonter le chat. Alors, donc, on a des nouveaux qui sont arrivés. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Vous pouvez écrire aussi des questions en dessous de la vidéo quand vous regarderez cette vidéo par la suite. Oups. Je crois qu'il y a quelqu'un qui te demandait si tu étais bouddhiste. Ah, Chloé. Intéressant. Non, je ne le suis pas. Je ne fais pas partie, disons... J'aime bien dire non, enfin, mon courant, c'est Chloé Meunier, en fait. J'ai pas de... Après, je suis très intéressée par ça. C'est très intéressant parce que ça parle de la réincarnation hein, au niveau des bouddhistes. Donc, je suis très intéressée par ça. Le fait, alors peut-être que la personne pourrait me reprendre, mais je crois qu'il marque le corps pour justement retrouver. Et c'est très drôle parce que j'avais vu aussi dans des vies antérieures, par exemple, les taches de naissance. Ça permet d'indiquer ce qui s'est passé dans des vies antérieures, par exemple. Donc, je trouve que les bouddhistes, ils ont vraiment ce côté dans la réincarnation. Je trouve ça super intéressant. Et puis, il y a des témoignages d'enfants, c'est incroyable. Des enfants qui viennent des États-Unis, qui se mettent à 4 ans à parler tibétain. On ne peut pas se dire que la réincarnation n'existe pas, je veux dire. Ouais, c'est clair. Alors, il y a Cathy qui te demande, faut-il attendre de rencontrer des situations pour travailler son karma? Bonjour Cathy. Alors, faut-il attendre de rencontrer des situations pour travailler son karma? Des situations, on en a dès le début de notre vie. Hein. Je veux dire, même notre naissance est une situation en soi. Ouais. Je pense que, en fait, à tout moment, on peut travailler son karma. Et comme je disais, en fait, on est très souvent, je pense que ça va parler à beaucoup de monde, on attend d'être au pied du mur pour aller voir les choses. Ouais. Mais en fait, je pense qu'à tout moment, même, tu vois, ça m'arrive, pour répondre à toi, Cathy, ça m'arrive des personnes qui me disent, OK, là, en fait, je vais avoir une compétition sportive, ça peut arriver, j'ai besoin de savoir ce que mon corps a vécu dans des vies antérieures et on va aller voir, en fait, des exploits, des choses qui ont été faites par le corps et rien que d'avoir ces éléments-là, ça permet au niveau énergétique, au niveau du corps, de décupler les compétences. À quel point le corps physique il est relié aux autres corps et même le corps
les autres corps qui sont connectés dans les vies antérieures. Donc, ça peut développer des capacités. Donc, je pense que oui, rencontrer des situations, oui, bien sûr, à tout moment, en fait, on peut les travailler. Ok, merci. Il y a Alex qui se demande pourquoi ce serait mal de simplement faire du tourisme de complaisance dans les vies antérieures. Alors, j'ai pas compris. Tu sais, tu te rappelles quand on disait ouais, on va aller dans nos vies antérieures juste pour voir et tout, tranquille. Et toi, tu disais un peu pas trop ça. C'était par rapport à ça quand tu parlais de ça. Non, alors Alex, je suis complètement d'accord. On peut aller voir. Et d'ailleurs, on n'a pas que des vies antérieures terrestres. On a aussi des vies antérieures sur d'autres planètes. Ça peut être un super boulot. Ça peut être une super découverte. J'aime bien parler d'exploration de vie antérieure. Donc, c'est très bien ta question parce que effectivement, ça doit contribuer à la joie d'aller voir les choses. Je parle plutôt de personnes qui sont en fuite sur le moment quand je parlais de ça, c'est-à-dire que fuir le moment présent, parce qu'il y a des personnes comme ça, effectivement, et peut-être que je l'ai été aussi d'ailleurs, je pense peut-être à des périodes vulnérables, au lieu d'aller voir la situation actuelle, je vais me perdre. Je vais aller me perdre un petit peu dans le passé et aller voir ce qui me va bien. Donc, en fait, c'est un petit peu comme des jeux vidéo, quoi. Enfin, tu vas aller jouer aux jeux vidéo et tu te déconnectes de la réalité. C'est un petit peu pareil. Donc, je parlais plus de ça, mais effectivement, aller voir avec plaisir ses vies antérieures pour le plaisir, je suis complètement d'accord. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est personnel. Il y a aussi des questions mentales, c'est-à-dire auxquelles je réponds pas parce que l'âme, en fait, quand je demande à l'âme des choses, ce sont des informations qui viennent d'une demande précise. Je demande à chaque fois au début quelle est la demande particulière de la personne ou de moi-même, peu importe. Parce que si on ne pose pas un angle, on part vraiment sur des informations qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, ça peut être ça peut être vraiment le bazar. Mais donc, du coup, on part sur un angle et je demande à l'âme quelque chose de précis. Et l'âme en question va vraiment me dire des choses utiles qui servent dans le moment présent et qui peuvent vraiment influencer justement des déblocages ou des transformations. Quand la personne me dit est-ce que c'était en 1870, ça, l'âme, elle s'en fout. Clairement, on s'en fout. Là, c'est plus une nourriture égotique. Ou encore, ça peut être sympa, mais des personnes qui me disent j'aimerais savoir si j'étais Cléopâtre, Jules César ou Jeanne d'Arc, ça c'est des trucs qui reviennent. Ou alors réincarnation de Jésus, Marie-Madeleine, c'est des trucs qui reviennent. Et du coup, waouh, super. Ouais, ça arrive. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas du tout en jugement là-dessus, mais en fait, moi, ce que j'aime répondre à ces personnes, c'est quelle est ton intention dans ta question? Est-ce que c'est une demande sincère ou est-ce que c'est une demande égotique? Parce que dans ces cas-là, est-ce que tu es prêt à voir si... Parce que ce que tu me demandes en personnage, bizarrement, ce sont des personnes qui valorisent. Donc, est-ce que c'est ton ego? Est-ce que si je te disais si tu étais Staline ou Hitler, tu aimerais le savoir? Ouais. Tu vois, donc c'est important de savoir, effectivement, on peut aller faire du tourisme, comme tu dis, Alex, mais c'est important de savoir dans la demande si on est honnête avec soi et si c'est OK, bah c'est OK, quoi. Merci. Alors, on a Samuel qui nous dit « Il ne faut pas cristalliser ce moment de souffrance pour ne pas rester victime et reprendre son pouvoir, comme accepter de mettre un genou à terre, reprendre son souffle et se relever. » Ouais, complètement. Complètement. Et on a Céline qui dit « J'ai fait un beau travail avec Chloé qui porte ses fruits. » Bonsoir Céline. Ça me fait plaisir. Tant mieux. Tant mieux. Après, c'est important, comme je disais, d'autonomiser les personnes. Et ça fait plaisir, les remerciements. Il faut aussi savoir accueillir, recevoir, mais toujours de renvoyer à la personne, c'est toi qui fais le boulot. Parce que si tu ne te permets pas de recevoir et surtout d'accueillir les bonnes interprétations pour enclencher des actions derrière, moi, je suis qu'accompagnatrice. Je ne peux rien faire. Et c'est simple. Il y a des personnes, je n'ai rien pu faire avec, puisqu'elles étaient que dans une demande d'assistanat. Elles demandaient à ce que je les débloque. Et ces personnes, souvent, sont des personnes qui ont fait multiples thérapies avec tout le monde. Elles ne sont jamais contentes de rien. Et ça m'est arrivé. Et du coup,
je tente, et moi j'ai des blessures aussi, hein, voilà, et je me suis faite harponner là-dessus en me disant sauveuse, il faut peut-être que je les aide, mais au final, au résultat, ça n'a rien donné parce que tant que ces personnes ne comprennent pas que ce sont des informations qui te sont proposées, comme un serveur qui te tend un plateau avec des propositions de plats, c'est toi qui te sers. Moi, je suis le serveur. Donc, à partir de là, c'est toi qui te sers sur le plateau que je te propose. Et qu'est-ce que tu en fais derrière? Je peux t'accompagner à ça, mais en aucun cas, je peux passer à l'action à ta place. Bien Donc, sûr. voilà. Super, tu rends le pouvoir aux personnes, c'est important. Yes, oui. Alors, Josette, y a-t-il un moment, une fin à la réincarnation? Nous sommes ici pour être meilleurs. Est-ce qu'il y a une fin de réincarnation? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. La réponse est que je ne sais pas. D'accord. Déjà, je ne sais pas et je suis contente de pas tout savoir au final. Je pense qu'on a chacun notre avis là-dessus. J'aime savoir que je ne sais pas sur ça. Mais par contre, par exemple, je suis pas adepte de... en fait, ça me parle pas une personne qui va me dire je suis à ma dernière vie. Possiblement, mais ce sont des choses que j'ai jamais canalisées et c'est quelque chose qui résonne pas en moi. Mais par contre, ça ne veut pas dire que il y a autant de vérité que d'être humain, donc c'est pas parce que moi ça me parle pas que c'est pas une vérité en soi pour la personne. Maintenant, il y a aussi par rapport à Josette, ce qu'elle dit, c'est intéressant parce que il y a des personnes qui sont dans une performance de libération, c'est-à-dire que il faut que je libère la quantité et il faut que je me libère, il faut que je me libère. Mais en fait, ce qui compte, c'est la progression. Est-ce que dans le process de libération, tu sens que tu es mieux qu'hier? Est-ce que tu prends le temps de te poser et de regarder en arrière et de te dire waouh, en un mois, en un an, mais tout ce que j'ai fait, comment j'ai évolué, incroyable. Je suis l'enseignante d'hier et l'élève de demain, donc incroyable quoi, j'ai évolué. Donc la fin d'une réincarnation, je ne sais pas. Par contre, ce que je pense et vraiment qui me tient à cœur, c'est que je pense qu'on est au paradis sur Terre et qu'il n'y a pas justement d'enfer et de paradis, c'est mon point de vue. Et que je pense qu'on peut se créer un paradis ici et ça vient en nous, le paradis il est en nous et on a la possibilité de ne pas vivre sur Terre pour souffrir, pour se libérer de poids, voilà, de souffrance, de blessures. On peut, je pense, atteindre à un moment donné, à force de se libérer, une conscience qui nous permet d'être en joie sur tout ce qu'on vit. Parce que la joie, c'est avant tout une posture, c'est pas une émotion ou un sentiment pour moi, c'est une posture. Et la souffrance, c'est ce qu'on retient. Disons que la souffrance, c'est pas relié à la tristesse, la colère, la rancœur. Ça reste des émotions, des sentiments. Mais la souffrance, c'est ce qu'on va retenir en nous, en résistance. Tant qu'on accueille, on peut très bien être en joie d'accueillir sa colère, en joie d'accueillir sa tristesse, parce qu'on sait qu'on est en pleine réception et qu'on s'aime dans cette réception. Donc pour moi, le paradis sur Terre, c'est égal à cette joie qu'on peut incarner réellement. Donc voilà. Merci, c'est génial. On a Patrice qui te demande, j'ai fait une hypnose régressive, une entité m'a trompée dans ma réincarnation. Où est le karma dans cette situation? Merci pour la réponse. Alors, je relis. Alors, quand tu dis, Patrice, alors, hypnose régressive, très bien, très, très bien. Après, c'est vrai que dans l'hypnose régressive, moi, je suis complètement pour. Je trouve ça fabuleux d'autonomiser les personnes à aller voir eux-mêmes les choses. Après, c'est vrai que moi, dans ma démarche, je reste l'intermédiaire. Et ce qui me permet, non pas d'interpréter, mais de transmettre avec une forme pour amener les choses à la personne. L'hypnose régressive, la personne a directement en face l'information. Et parfois, il y a des personnes qui reçoivent l'information et que ça peut être hyper traumatisant, par exemple. Parce qu'il y a les blessures, il n'y a pas la forme, c'est brut, quoi. Ça vient brut de décoffrage sur soi. Donc, ça peut être violent. Mais en tout cas, je prône l'hypnose régressive. Une entité, c'est-à-dire que dans la vie actuelle, une personne t'a trompé, Patrice? J'imagine que c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Ça peut venir de plusieurs causes. Hein. Ça peut être effectivement, on inverse les rôles. Je t'ai trahi dans une vie antérieure et aujourd'hui, on inverse les rôles pour comprendre un petit peu sur des angles opposés comment on peut s'élever. Après, pour parler de ça, exemple, je vais prendre un exemple, Patrice.
une personne qui va être trompée va subir l'adultère, une infidélité. La personne va se sentir très mal, va se sentir trahie, ne va pas pouvoir surmonter. Eh bien, dans des vies antérieures, ce qui a pu se passer, effectivement, il peut y avoir toutes ces trahisons. Mais j'invite déjà, encore une fois, dans un premier temps, dans la vie actuelle, cette trahison que je vis, peut-être que quelqu'un d'autre ne vivrait pas ce que je vis, moi, dans mon terrain personnel. Peut-être qu'une autre personne se sentirait rejetée, une autre personne sentirait de l'injustice. Moi, je me sens trompée, trahie. Donc, est-ce que quelque part, dans cette relation, si vraiment, avec une clarté d'esprit, je regarde, est-ce que je ne me suis pas trahie moi-même? Exemple, est-ce que je n'ai pas laissé passer trop de choses? Et finalement, cette trahison, elle existe bien au-delà d'une situation ponctuelle. Elle existe peut-être depuis le début de la relation. Et dans ces cas-là, il a fallu que la personne acte à l'extérieur de moi quelque chose de très violent pour me rendre compte qu'il faut que je fasse un retour sur moi parce que je me trahis depuis trop longtemps vis-à-vis de moi-même. Et la colère qu'on a contre la personne, en réalité, c'est aussi une colère qu'on a contre soi, d'avoir laissé trop d'espace. Donc, le karma peut aider, mais la vie actuelle aussi, d'aller regarder justement cette trahison qu'on peut installer sans le voir, justement, par rapport à nos blessures. Ok, merci. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien pour vous procurer les 3 ateliers parce qu'il y a tellement de questions qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout. Mais en tout cas, il y en a plein. Et donc, et ceux qui avortent, est-ce lié au karma? Alors, l'avortement, j'ai beaucoup de cœur vis-à-vis de des personnes qui avortent. Il y a des femmes qui culpabilisent, par exemple. L'avortement, ce n'est pas quelque chose qui est bien ou mal. C'est vraiment une expérience qui est aussi choisie, je veux le dire, par rapport au fœtus. Il y a une âme par rapport au fœtus. Alors, encore une fois, dans mon expérience, dès le départ de la conception, il y a une âme. Donc, il peut y avoir des débats sur fœtus, être humain, enfin, au niveau énergétique et au niveau des âmes, dans ce que j'ai eu en tout cas en expérience, l'âme en question du bébé est déjà présente. Par contre, en fonction justement de ce qu'on veut expérimenter avec ce fœtus, il va y avoir des choses. Exemple, par rapport aux fausses couches, on va revenir sur l'avortement, mais bien sûr que c'est lié au karma. Avortement, fausses couches, etc. Il peut y avoir un partenariat avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on va venir nettoyer la zone utérine. On va venir vraiment nettoyer cette zone qui a cumulé beaucoup d'informations, énormément d'informations. Et je vais donner une expérience personnelle que j'ai jamais partagée, et c'est la première fois sur le grand changement. J'ai vécu une fausse couche aussi en début d'année. Et c'est fou parce que, en fait, par rapport à ça, j'ai compris à quel point il y avait un miracle, mais un miracle qui s'était produit. Et cette âme, elle a été incroyable parce que justement, cette zone utérine, par rapport à tout ce que j'avais enduré vis-à-vis des hommes et dans ce désamour de moi, au niveau de ma sexualité, au niveau des abus sexuels que j'ai vécu, etc., dans mon passé, tout ça est engrammé sur la zone. D'accord. Et il va y avoir vraiment ce partenariat qui va venir remettre à neuf au niveau, tu vois, et c'est incroyable. Et finalement, ça vient préparer peut-être un autre enfant derrière. Donc, les personnes qui vivent des fausses couches, dites-vous bien que des fois, c'est une opportunité en or pour accueillir un autre enfant peut-être derrière. Mais pour ce qui est de l'avortement, il y a aussi quelque chose de sacré. C'est bien de se dire que j'ai le choix. C'est-à-dire que j'ai avorté, je me donne le choix de ne pas me dire que c'est la vie qui décide et moi qui accueille. J'ai aussi un libre arbitre et je peux décider de ce partenariat ou non. Et c'est peut-être ça, Mélika, que vous venez peut-être expérimenter derrière. C'est peut-être que dans une vie antérieure, j'ai été peut-être cette femme qu'on a considérée comme une femme qui allait faire des enfants et dans un certain milieu qui ne servait qu'à ça. Et finalement, on n'attendait qu'une chose, qu'elle donne des enfants. Et qu'aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir en vous disant, en fait, être mère ou pas, c'est moi qui décide. Et pour autant, cet enfant qui est là présent, ça peut être un bel enseignement pour lui parce que les enfants qui vivent des enfants, des fœtus qui vivent des fausses couches ou des avortements, c'est relié aussi à une programmation de l'âme.
Et ça va aider cette âme en question, avec laquelle vous avez eu un partenariat, à avoir une hypersensibilité dans la vie d'après. Parce que les personnes qui vivent vraiment uniquement une vie fétale, c'est des personnes qui vont être dans une extrême sensibilité, beaucoup dans leur corps émotionnel, puisqu'il n'y a pas l'aboutissement du corps physique. Donc l'ancrage peut être un petit peu plus sensible. En tout cas, l'émotionnel et la sensibilité de cet enfant en devenir par la suite, plus tard, il aura une belle sensibilité, quoi. Donc, vous lui offrez aussi l'opportunité d'être beaucoup plus sensible par la suite. Merci, c'est beau parce que le chat répond aussi à Mélika, tu sais, ils lui ont répondu des choses bien. très gentilles. Ouais, Ah, et d'ailleurs, il y a des synchronicités qui se passent parce qu'il y a Anthony, on a des poètes ce soir, alors je lis pas toute la poésie du chat, je ne peux pas, mais il y a Anthony qui dit que tu es une âme mère comme une mère, veilleuse, qui est connectée à l'esprit du souffle, tel que chacun de nous, chacun son cheminement et ses choix avant. Et dit au plaisir de vous avoir rencontré, pensez à vous, aimez-vous et ne pensez pas aux pensées des autres. Nous sommes le un dans l'infinie beauté de l'éternité. Waouh! Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais reprendre encore une question de Mélika. Elle se sent pas normale et puis elle a mal aux vertèbres, elle est ballonnée, puis elle a des crises d'angoisse. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Alors, mal aux vertèbres, crise d'angoisse et le dernier. Ballonnée et elle se sent anormale. Anormale. Ok, alors le corps physique au niveau des maux et des symptômes, ça en dit long effectivement sur ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures. Encore une fois, restons d'abord focus sur le moment présent. Ouais. Donc au niveau ballonnement, on est sur la zone du territoire, au niveau du corps. Le territoire, comment on s'accueille aussi dans la légitimité de prendre sa place dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi entre ce que je suis, moi à l'intérieur, et ce que je présente aux autres? Est-ce que je me permets d'être moi véritablement en visible, ou est-ce que je suis comme désolée d'être là? Ça peut être des problèmes d'incarnation. Et c'est plutôt drôle, mais enfin drôle, excusez-moi, mais drôle, en fait, je vois quelque chose, c'est, tu vois, Mélika, peut-être que toi-même, dans une dernière vie antérieure, tu as vécu justement une vie fétale uniquement. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir une incarnation qui est très sensible et une sensation que tu n'es pas accueilli pour ce que tu es. Et dans ces cas-là, les vertèbres, pour moi, c'est être son propre tuteur. La colonne vertébrale, c'est vraiment ça. Être sa propre colonne vertébrale, c'est être son propre tuteur, comme je dis, de se tenir debout par rapport à soi-même. Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance affective vis-à-vis de l'extérieur qui crée des crises d'angoisse? Mais tout ça, je pense que c'est lié effectivement à une hypersensibilité et surtout à un problème d'incarnation, le fait de sentir que tu as ta légitimité de prendre ta place. Et tout ça, ça se travaille effectivement par rapport à ce problème d'incarnation. Et je pense que cette vie antérieure en proposition, ça pourrait te parler parce que je t'avoue que c'est très souvent des symptômes, les crises d'angoisse, etc. Et les maux physiques que tu décris, c'est très souvent des personnes qui ont cette dernière vie antérieure, voilà, au niveau fœtal. Et si tu as vécu l'avortement, tu as fait vivre l'avortement aussi à un enfant, peut-être que cet enfant t'envoie ce clin d'œil. Regarde toi-même ce que tu as vécu. Merci. Alors, on te demande comment se souvenir des vies antérieures. Après, comme je disais, alors il peut y avoir aussi un sentiment de déjà-vu avec des personnes, je pense que ça arrive à tout le monde, ou des sentiments de familiarité, tu vois, une sensation au niveau des personnes que tu rencontres, mais aussi ça peut être, tu arrives à une soirée où la collègue de travail qui t'insupporte, voilà, par exemple. Vraiment, les émotions sont vraiment de belles indications. Hein. Le truc, c'est que ça peut être intéressant quand les personnes vous disent non, mais là, tu divagues. Je veux dire, c'est disproportionné ce que tu sens. Je veux dire, il n'y a aucun détail rationnel qui peut justifier ton comportement ou ce que tu ressens. Ça peut arriver aussi, par exemple, dans des lieux, parce que les lieux ont des mémoires. Donc, par exemple, tu vois, je prends un exemple. Par rapport à vos vies antérieures, votre lieu de vie, vous allez être attiré par des lieux. Vous voulez, par exemple, acheter une maison, louer une maison, peu importe, et il y a une maison qui vous tape à l'œil. Mais vraiment, vous sentez que, ouais, ça peut être chez vous.
Et en fait, si on regarde au niveau du lieu en lui-même, dans une vie antérieure très, très lointaine, c'était un orphelinat. Et vous, bizarrement, dans la vie actuelle, vous avez la peur de l'abandon. Eh bien, hop, ça switch ensemble et ce lieu va vous permettre d'aller faire remonter justement cette peur de l'abandon et de venir la travailler parce que dans les vies antérieures, voilà, en fait, ça vient s'emboîter. Et vos animaux aussi, comme je le disais en début de vidéo, les chats, les chiens, les chevaux, vraiment, il y a plein d'aspects qu'on peut voir. Par exemple, j'avais une femme son chat urinait partout et surtout, c'était une chatte, justement, c'est important, c'était une femelle. Et elle me disait, mais c'est dingue, mais elle urine, et puis elle urine surtout sur mon lit. Et en fait, cette femme, ce qu'elle devait voir, c'est que par rapport à sa propre féminité, elle n'accueillait pas dans l'intime les hommes. Elle avait vraiment des vies antérieures qui étaient reliées justement à sa zone sexuelle. Il y avait beaucoup de vies antérieures sur cette zone, reliées à des viols, reliées à justement des abus, des choses comme ça. Et son chat lui permettait bien de venir retravailler tout ça. Donc les comportements de vos animaux peuvent vraiment vous appuyer aussi sur vos vies antérieures. Et les chevaux, ils nous ont tellement accompagnés au niveau des guerres. Les chevaux, ils ont vraiment beaucoup de choses à nous dire et les chiens également, quoi. Donc ouais, je pense que de regarder tout autour de soi, il peut y avoir des indications de vie antérieure. Et aussi, si vous voulez vous souvenir, Robert, c'est votre langage. Par exemple, j'avais une dame qui me disait j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Je suis au bord du burn-out. J'ai l'impression d'être écartelée. Et en fait, rien que son langage, mais en disait long. J'avais même pas besoin d'aller voir elle avait ce langage par rapport à ça. Et donc, en fait, elle a été écartelée dans une vie antérieure puisque elle avait fait le choix de protéger son fils qui devait être condamné, en fait, à une punition d'écartèlement. Elle a préféré protéger son fils et y aller à sa place et donc de se sacrifier. Et aujourd'hui, elle se sent écartelée entre son boulot et ses enfants puisqu'elle n'arrive pas à privilégier l'un ou l'autre. Son boulot où elle se réalise ou alors ses enfants. Donc, votre langage aussi en dit long sur vos vies antérieures. Merci beaucoup. Alors, il y a Rudy qui te demande, est-ce que tu connais les cycles karmiques, les walk-ins et les vibrations maîtres? Waouh, je veux bien des précisions. Moi, comme okay, je dis, je veux bien ouais, Rudy, tu peux donner des précisions. On passe à une question et s'il y a des précisions. Ouais. Ok, ça marche. Alors, donc, là, il y a le chat qui soutient Mélika, qui lui dit plein de choses gentilles. Trop bien. Ce que j'adore, c'est que c'est vraiment un partage tous ensemble. Tu vois, j'adore, c'est circulaire en fait. Ouais. D'ailleurs, je me posais une question. Est-ce que tu peux te brancher sur une énergie de groupe et savoir, par exemple, l'énergie qu'on a ce soir? C'est possible pour toi? Ça, c'est intéressant. Je ne l'ai jamais fait. D'accord. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est intéressant. Un collectif aussi grand, je t'avoue que là, c'est difficile, mais c'est vrai que ça peut être intéressant sur un plus petit groupe, je pense. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir des vies antérieures en commun. Ça, par contre, ça m'est arrivé effectivement. De toute façon, dites-vous bien, quand vous vous retrouvez à un séminaire, un stage, ou s'il y a forcément des déjà vus, des reconnexions avec des gens qui sont sur place, vous vous donnez rendez-vous. Hein. Les âmes, c'est pas anodin. Il n'y a pas de rencontre hasardeuse, comme on dit. Hein. C'est trop bien. Ouais. Alors là, il y a une question touchante. C'est Nina qui demande « Bonsoir, un suicide peut-il être choisi avant l'incarnation? Si oui, pour quelle raison? Merci. » Waouh, ouais, effectivement, c'est hyper touchant. Un suicide peut être choisi, oui, ça peut être choisi par l'âme, effectivement. Par contre, c'est important de noter qu'on a un libre arbitre, c'est-à-dire qu'on va programmer des choses, mais à tout moment, on a le choix. Je ne suis pas pour le destin tout tracé, malgré tout. Donc, ce sont des petits paradoxes que je fais, mais on peut avoir un plan d'incarnation, un plan de programme, mais à tout moment, c'est nous qui tirons les ficelles. On n'est pas, on subit pas quelque chose qui est programmé. Donc, je pense qu'un suicide, effectivement, ça peut être programmé. Pourquoi? Parce que après un suicide, généralement, des personnes, des âmes peuvent rester bloquées
Ça arrive, bien entendu, il y a rien de protocolaire, il n'y a pas de vérité figée. S'il y a un suicide, on est forcément bloqué, non. Tous les possibles sont ouverts. Mais par contre, derrière ce suicide, la personne va être dans un entre-deux, donc va être comme une âme perdue, qui va lui permettre en fait de venir rester dans un marasme de certaines émotions, ou en tout cas dans ce blocage, ça va être nécessaire pour comprendre des choses. Ça va être nécessaire par exemple, je veux me suicider, je veux me suicider en voiture, je veux me suicider, ouais, c'est mon programme de dimanche, non, je vais me suicider, voilà, en voiture, je vais avoir justement un choc très violent. Et en fait, quand il y a vraiment des suicides avec des chocs violents, l'âme peut ne pas se rendre compte, parce que ça fait partie de l'expérience, peut ne pas se rendre compte qu'elle est décollée de son corps. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va continuer à vivre comme si de rien n'était, parce qu'elle ne va pas se voir mourir. Donc, malgré le suicide programmé, il y a forcément l'expérience du personnage qu'on joue. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il va y avoir encore une fois une envie de refaire de continuer sa vie, donc d'aller chez soi, etc. Et l'âme va continuer à parler à des personnes, mais ne va pas se rendre compte pourquoi elle n'est pas entendue, pourquoi les personnes ne la voient, pourquoi tout le monde l'ignore. Et ça peut être programmé. Et ça peut être programmé parce qu'il va y avoir ce sentiment de rejet. Il y a plein de choses qui vont être enclenchées à ce moment-là, dans ce stade au niveau de l'âme. Et donc, par la suite, de vivre cette expérience, l'âme en question perdue va pouvoir se rapprocher d'un passeur d'âme, quelqu'un parmi nous, qui fait passer les âmes sur un plan de lumière. Et cette expérience d'entre-deux va être importante parce que dans la vie d'après, la personne va pouvoir reprendre cette sensation de rejet vécue au niveau de cet entre-deux pour adopter des comportements par la suite d'exubérance peut-être, de vouloir absolument se montrer, etc., pour vivre d'autres comportements et ainsi de suite, pouvoir cheminer dans les expériences. Mais il faut bien savoir qu'il y a une prise en charge pour toute âme, vraiment, quoi qu'il arrive. Il peut y avoir des imprévus, mais quoi qu'il arrive, l'âme arrive toujours à ses fins dans ce qu'elle veut expérimenter. Donc, il se peut effectivement qu'un suicide soit choisi et ça peut être une des raisons, par exemple. J'avais il n'y a pas longtemps une personne, pareil, une jeune fille qui était dans un appartement, elle se sentait super mal dans cet appart, mais c'était une grand-mère qui en fait ne voulait pas partir et elle était restée dans l'appart. Et en communiquant avec cette dame âgée, elle me disait, je comprends pas pourquoi il y a quelqu'un chez moi. Ouais. Parce qu'en fait, elle ne se sait pas qu'elle est morte. Donc en fait, tu dois parler avec l'âme en lui expliquant qu'elle est décédée. Et ça, c'est pas facile parce qu'il y a une résistance. Donc des fois, tu es obligé de vraiment prendre le temps. Et en plus, tu as encore des fragments de personnalité, quoi, puisqu'elle n'est pas désincarnée complètement, on va dire, au niveau de la personnalité. Et en fait, après, il y a ce process d'acceptation et souvent, il y a des profondes tristesses, etc., mais ça permet la libération derrière. Waouh, tu nous donnes tellement d'infos, c'est énorme. Donc, il y a des personnes qui soutiennent Mélika dans le chat, c'est vraiment beau. Elle parlait, tu vois, de la maltraitance de ses parents. Et il y a le coach Sam qui dit, donc, pardonner, c'est un acte d'amour ultime envers soi. Complètement. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois, de cette maltraitance quand tu as subi de la maltraitance, comment tu pardonnes et comment tu passes par-dessus et tout ça. Waouh, ouais. Je pense que les vies antérieures permettent le pardon, justement, parce que ça permet de poser du sens sur ce qu'on a vécu. Alors, encore une fois, c'est délicat, par exemple, maltraitance, certainement quand elle était enfant, vis-à-vis de ses parents, enfant, jeune. C'est difficile de se dire qu'un enfant a choisi, sachant le degré de souffrance et de violence vécue. Mais c'est justement en allant voir les vies antérieures que ça permet de comprendre comment il y a des vies qui se réactivent dès le départ dans des contrats d'âme avec nos parents. Et il se peut, par exemple, eh bien qu'avec ses parents, elle a déjà vécu des vies antérieures dans lesquelles eh bien, il y a eu des rôles peut-être inversés. Elle a peut-être été eh bien, le parent d'un de ses parents, par exemple, et il y a eu peut-être une indifférence vécue, des choses qui fait qu'on inverse les rôles encore une fois. Il peut y avoir plein d'explications au niveau des vies.
on pourrait le voir, encore une fois, donner des thèmes, parce qu'en atelier, on va pouvoir vraiment voir des cas concrets, justement, qui donnent des vies antérieures précises, que ça va vraiment vous permettre de poser encore plus de sens. Mais voilà, justement, par rapport à son cas, c'est d'abord d'aller voir ses vies en question pour se dire, OK, je comprends pourquoi j'ai vécu ça enfant aujourd'hui. Et ça, déjà, de poser du sens, ça permet de l'acceptation. Le mot pardon, c'est vrai que ça permet, on a tendance à se dire que c'est utopique ou que ouais, c'est complètement, c'est difficile, quoi. C'est difficile de pardonner. Mais au final, on se pardonne par rapport au comportement qu'on a eu sur le moment. Comme je disais, je crois que c'est Patrice tout à l'heure, c'est se pardonner de comportement, d'avoir laissé faire. C'est comme si je ne me pardonne pas de ne pas avoir eu de réaction sur le moment. Je me suis laissé faire, je n'ai pas été là pour moi. Donc quand Sam dit pardonner, c'est un acte d'amour envers soi, c'est de se dire je peux venir me chercher dans l'expérience et je peux refaire le film. Parce que ça, c'est possible. Je revisualise, je respire, je revisualise la scène, et moi qui suis adulte, je vais me chercher. Parce que s'il y a eu personne pour moi, moi, je peux être là pour moi. Et je vais me chercher en tant qu'enfant, et je vais me prendre la main et je me sors de cette situation. Parce que c'est cet état de tétanie, cet état d'impuissance et de vivre les choses qui bloque le pardon, justement. Et justement, de refaire le film, refaire le scénario en se disant, à tout moment, j'ai le pouvoir de voir le scénario différemment. Et c'est fou comme notre passé change au niveau de notre regard à partir du moment où aujourd'hui on reprend notre pouvoir. À partir du moment où on reste dans la plainte, bizarrement, le regard qu'on a sur notre passé, c'est que dans la victimisation, que dans ce qu'on a subi. Et bizarrement, à partir d'aujourd'hui, si on prend vraiment les choses en main sur toute notre vie, c'est bizarre comme notre passé, on le regarde différemment et on a la possibilité effectivement de se pardonner, mais de se dire, OK, j'ai été courageuse quand même. J'ai vraiment été courageuse de me faire vivre ça. Et dis-toi, Mélika, que tu es une âme très courageuse, parce que si tu n'avais pas cette force intérieure, ton âme ne te ferait pas vivre ça. Vraiment. Il n'y aurait pas justement ce degré d'expérience. Ça prouve que ton chemin est grand et que ta force intérieure est grande, ta puissance de résilience est grande, surtout. Merci. Merci. Alors, on va bientôt clore cette Vibra conférence. Elle est passionnante. Il y a plein de questions. Je vous invite vraiment à faire les ateliers pour pouvoir que Chloé puisse répondre à tout. Et il y a donc Céline et Nana qui te demandent, bonsoir à vous deux, comment savoir si notre âme est ancienne ou nouvelle? Merci. Bonsoir à toutes les deux. Eh bien, à tous les deux, pardon. Eh bien, au niveau des jeunes âmes et vieilles âmes, je suppose que c'est ça la question. Déjà, par rapport à cette question, ça va concerner effectivement les vies antérieures. Déjà, dès le départ, je ne peux pas dire, parce que j'ai pas eu l'expérience, peut-être qu'un jour, je ne peux pas dire d'une personne si c'est sa première vie ou si elle est à sa 366e. Vraiment, ça, encore une fois, pour moi, c'est une information mentale. Par contre, il y a des comportements qui peuvent nous indiquer si la personne est une vieille âme ou pas. En fait, quand on est une vieille âme, je pense que ça va parler à beaucoup de monde, à chaque fois qu'on veut faire un geste, à chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose à l'extérieur, il y a toujours ce truc, il y a toujours ces angoisses, où il y a toujours ce questionnement qui nous fait hésiter. Et passer à l'action est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de mémoire que notre perception des choses dit à chaque fois qu'on veut entreprendre un truc, mais non, mais rappelle-toi ce qui s'est passé. Mais rappelle-toi quand tu as vécu ça. Mais rappelle-toi ce qui s'est passé là aussi. Ça, ce sont des phrases qui sont inconscientes en nous, mais notre âme sait ce qui s'est déjà passé dans nos vies antérieures. Donc, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il peut y avoir des angoisses parce que ça nous rappelle inconsciemment ce qui s'est vécu antérieurement. Donc, du coup, on peut savoir si on est une âme ancienne quand on a beaucoup d'angoisse, quand on a beaucoup de peur. C'est aussi une indication. Et une âme nouvelle, c'est une âme qui va énormément être justement en facilité pour entreprendre des choses, va pouvoir passer de A à B, va pouvoir faire un métier puis un autre, va avoir une adaptabilité extrême à faire plein de choses. Il y a des personnes, on se dit, mais comment elles font pour être autant caméléon ou autant, en tout cas, aisées de passer d'un costume à l'autre?
Donc, je pense qu'il y a de ça. Après, au niveau de la sensibilité, il faut aussi prendre des pincettes et des nuances sur ce que je dis parce que j'ai eu, par exemple, une petite fille autiste de 7 ans et demi en séance un jour et elle m'a offert, pour moi, j'ai été chanceuse d'avoir cette canalisation. Elle m'expliquait qu'elle n'avait pas de vie antérieure et qu'elle vient d'une autre planète directement et qu'elle vient vraiment s'incarner directement. Et pour autant, elle avait une sensibilité mais incroyable et elle avait une conscience mais de dingue. Et à chaque fois qu'elle m'expliquait que tout était information, quand elle touche une matière, nous, on buggerait. Hein. On buggerait concrètement si on savait tout ce qu'elle arrive à capter. Et d'ailleurs, il y avait comme des équations qui apparaissaient dans la guidance. Quand elle touche du velours, quand elle touche des textiles, elle a plein d'informations, les couleurs, il y a des musiques dans les couleurs, incroyable. Et pour autant, elle n'a pas de vie antérieure humaine, en tout cas. Donc, je pense que, âme ancienne ou pas, déjà, on a à apprendre de chacun. Et même une âme qui n'a pas beaucoup de vie antérieure ne veut pas dire qu'elle n'a rien à nous apprendre. On a tous à s'apprendre au final. Et que là où on pêche sur certaines choses, sur notre confiance en nous, eh ben, une âme jeune pourrait très bien nous inspirer dans la mise en action, par exemple. Et à la fois, cette âme jeune peut s'inspirer de nous pour, eh bien, au niveau émotionnel, au niveau subtil. Voilà, on a chacun à sa portée et tout le monde peut être enseignant sur quelqu'un, quoi. Merci. Alors, Josette, elle pose une question. J'ai beaucoup d'intuition. Puis-je me fie à tout ce que je ressens? Merci. C'est une super question, Josette, parce que c'est une question qui revient souvent. C'est the question. Est-ce que ça vient de mon mental ou est-ce que ça vient du cœur? Ouais. Oh. Ouais, mais ça, je pense que je peux donner une indication, mais forcément, je pense que c'est un process pour tout le monde de se connaître. Parce qu'en fait, c'est pour moi le point de départ. À partir du moment où, Josette, tu as de l'intuition, ça doit contribuer déjà à vraiment t'aider à te connaître au niveau égotique. Où se place mon ego dans les situations et où est-ce que je me sens relâchée? Le corps aussi est un indicateur. Où est-ce que je me sens tendue et où est-ce que je me sens relâchée, dans quelle situation, etc. Plus on affine justement notre cartographie au niveau de notre personnalité, plus on peut savoir lorsqu'on peut se fier à nos intuitions ou pas. Parce que notre ego, le problème, c'est qu'il s'immisce des fois dans nos guidances. Il s'immisce dans notre intuition. Ouais, moi, je sens que tu devrais faire ça. Ouais, mais en fait, tu ne te rends pas compte que c'est peut-être une blessure de sauveuse. Tu devrais aider un tel. Oh, je sens que c'est vraiment intuitif. Il y a un appel de ton âme. Ouais, mais ça, c'est peut-être ton ego spirituel. Donc, c'est important, je pense, effectivement, de savoir si on est dans l'ego ou pas dès le départ. Moi, je sais que quand, par exemple, je me sens blessée, et ça a été, par exemple, dans mes premières consultations, quand je sais que la problématique de la personne faisait trop miroir avec la mienne, j'annulais. Ouais. Parce qu'il fallait absolument que j'aille travailler en moi les choses. Et donc, je ne pouvais pas être disponible pour l'autre, puisque là, je sentais que mon ego prenait la place et je ne pouvais que être biaisée dans ce que j'allais percevoir. Donc, dès l'instant où vous êtes dans l'ego, comme des fois je dis à mon conjoint, je lui dis là en fait je sens que je capte des trucs, mais il faut surtout pas que je le prenne en compte parce qu'à tout moment c'est mon ego déguisé. Donc tu vois, donc Josette, je pense que si tu te sens apaisée, alignée et que tu commences à te connaître justement sur cet apaisement, quand tu te sens vraiment alignée, et ben ton intuition, ouais, fais-lui pleinement confiance, c'est clair. Génial, merci. Alors, je vais prendre encore une question avant qu'on fasse une belle conclusion. Ouais. Alors, Fripouille, qui nous dit bonsoir. Ressentez-vous l'éveil collectif actuel et comment cela se matérialise dans votre quotidien? Carrément, ça, c'est une belle question pour finir, quoi. Génial. Génial. Écoute, Fripouille, oui. Ouais, franchement, c'est difficile de poursuivre en sérieux. Ouais, je te jure. C'est important en plus. Ouais. Alors, comment je ressens l'éveil collectif? Pour moi, en fait, c'est une opportunité de dingue ce qui nous arrive actuellement. Bien entendu, je ne mets pas de côté le désagréable. Bien entendu, pour autant, c'est une opportunité pour que chacun puisse se dépouiller de tout ce qu'on a mis en place en superficiel. Et c'est une opportunité d'aller voir ses blessures, ce qui se passe.
avec justement cette crise sanitaire, etc. Il y a des personnes qui vivent en ce moment, par exemple, de l'agoraphobie. Ça, c'est quelque chose qui revient hyper souvent puisqu'on a été confinés. Donc, les gens, bien, au niveau de la foule, etc., c'est compliqué. Tous ces process, au final, ce sont des choses qui étaient déjà là. Il y a des choses qui étaient endormies. Et justement, cette crise sanitaire, le fait d'aller ralentir l'extérieur, ralentir les stimuli extérieurs pour se retrouver avec soi-même, ça permet que de se rencontrer. Mais parfois, la rencontre, elle peut être désagréable tellement on s'est éloigné de soi. Et c'est un passage qui reste que transitoire si on se donne les moyens derrière de mettre en place des outils et une équipe de professionnels ou en tout cas, voilà, d'aller vraiment d'aller se regarder en soi. Et moi, comment ça se matérialise par rapport à mon quotidien? J'ai envie de dire, ça m'a vraiment permis d'aller regarder justement à quel point, moi c'était l'inverse, à quel point j'étais moins à l'extérieur. C'est-à-dire que le fait de me retrouver dans le non-choix d'être à l'extérieur, je me suis dit, regarde à quel point finalement ton confinement ne change pas de ce que tu avais déjà mis en place avant et est-ce que ça te correspond véritablement? Moi, j'ai vécu le process inverse. Ça me permet en fait de mettre encore plus de qualité à recontacter des proches, recontacter des amis. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ça a permis de nettoyer aussi l'entourage. Ça permet aussi à certaines personnes de se révéler dans leur positionnement, le fait d'être pour ou contre ce qui se passe, mais en tout cas d'aller se révéler à eux-mêmes. Et puis, moi, je trouve ça génial. Et je rencontre plein de personnes qui veulent se lancer à leur compte parce qu'ils en ont marre de dépendre d'un système et que finalement, il a fallu ça pour se lancer. Et pour moi, en fait, on peut que le regarder de manière positive sur le long terme. Je pense que ça va être une belle opportunité pour chacun de se révéler à soi, ouais. Merci Fripouille, pardon. Super, merci. Alors, on a Maryse qui te remercie, qui te met Marie. Un beau merci. Et alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat. Vous pouvez cliquer, vous abonner, rejoindre Chloé Meunier, parce que toi, tu donnes des séances. Alors, je veux bien, Chloé, que tu nous expliques un petit peu ton travail en conclusion pour qu'on sache vraiment ce que tu apportes aux personnes. Et je sais que tu travailles à distance aussi. Oui, et surtout. Voilà. Oui, je travaille qu'à distance, donc ça me permet d'avoir des personnes du monde entier, donc c'est chouette pour ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça peut être par Zoom. Donc, par Zoom, c'est la méthode PEC qui permet vraiment d'aller sur un travail de fond. On s'occupe du corps physique, on s'occupe des émotions, on va l'exprimer à voix haute pendant un état modifié de conscience, on va aller expirer des émotions à voix haute pour aller relâcher et aussi accueillir ce qui se passe dans notre corps sensible. Et puis, sur la seconde partie de séance, sur la même séance, on va sur les vies antérieures pour la méthode PEC. C'est une méthode que j'ai créée, effectivement, et que j'ai à cœur d'accompagner les personnes à se former, parce que je vais faire une formation, effectivement, pour former les personnes à être aussi médium de vie antérieure. C'est important pour moi d'accompagner les gens à s'autonomiser, qu'ils deviennent professionnels, des personnes qui sont déjà dans la thérapie, mais qui veulent se mettre cet outil en plus. Ça me tient aussi à cœur, des infirmières, des naturopathes, mais des personnes qui sont aussi dans la thérapie, pourquoi pas. Et puis des personnes qui n'ont aucun rapport aussi avec une profession, mais qui ont envie de se professionnaliser médium de vie antérieure. C'est une opportunité pour moi de former une belle équipe avec d'autres personnes et ça me tient à cœur. Et puis, au niveau de la consultation en guidance à distance, c'est uniquement sur les vies antérieures. Donc là, pour le coup, je vais dans les détails et j'offre un audio à la personne, ce qui lui permet justement de garder des informations tout le long de leur vie. Donc, c'est chouette quand, par exemple, il y a des parents qui veulent faire une séance pour leur enfant qui a 2 mois, par exemple. Je vais canaliser au niveau du nourrisson, comment il a vécu le passage à la naissance, ce qu'il a vécu au niveau du vécu fœtal, pourquoi il a choisi ses parents, les vies antérieures en commun avec ses parents. On met tout ça finalement en relief. Et ce qui est chouette, c'est que les parents font un cadeau énorme, puisque après, une fois adulte, eh bien, il y a cet audio qui permet de savoir ce qu'on était enfant et comment on a vécu les choses. Donc, c'est un exemple. Mais voilà, ce sont des beaux cadeaux au quotidien. Et puis voilà. Puis sinon, il y a mon livre qui sort bientôt. C'est trop bien. Ouais, je suis contente. Je suis contente, vraiment. Je voulais accessible. J'ai utilisé des mots
très simples et des D'accord. exemples aussi concrets, ce qui permet vraiment aux personnes, encore une fois, d'avoir des déclics par eux-mêmes à la lecture du livre. Donc, j'ai hâte qu'il sorte. Ouais. Voilà. Il sort en octobre. Super, merci. Alors, on a Maryse qui te dit gratitude. Merci Maryse, gratitude moi aussi à toi, vraiment. Merci de ce partage. Merci d'avoir été là. Super. Et puis, je te propose de nous faire une belle conclusion, Chloé, pour clore cette belle conférence. Annelise, merci à toi déjà. Déjà, premier remerciement à toi pour avoir permis cet échange tous ensemble. Et merci aux personnes d'avoir été présents. J'espère que ce partage va peut-être agir comme un soin, parce que ça peut arriver effectivement qu'il y ait des déclics après tout ce qu'on a dit, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule et je pense que voilà, l'âme à disposition permet aussi d'accueillir des choses. Soyez attentifs à votre nuit aussi, si vous avez des rêves cette nuit. Les rêves sont aussi indicateurs de vie antérieure. Donc voilà, j'ai à cœur de cheminer avec vous et de vous accueillir sur les ateliers. On va vraiment bien décortiquer le familial, l'amoureux et le professionnel. Ça va être très chouette. Super, c'est génial. Donc, tu as plein de merci. Merci Cathy. Voilà, merci, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais ça faisait un peu beaucoup. Donc, j'ai pris toutes celles que j'ai pu. On fait de notre mieux. Merci Yolande. Chouette. Mélika, merci. T'es une belle âme. Crois en toi. Waouh. Merci. Merci. Super. On a Josette qui nous dit merci aussi. Merci Josette. T'as plein de remerciements. Voilà. On se retrouve pour les ateliers et sur le grand changement tous ensemble. Et tout ensemble. Yes, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.